Merci Kariman. Bonjour à tous. Donc c'est le travail de Jean-Claude Bernard et de son équipe que je vais vous présenter en soulignant que l'analyse statistique qui est importante a été réalisée par Stéphane Verdun de l'Institut catholique de Lille. Merci. Donc c'est vrai que ces problèmes de muscles et de fonctionnement du muscle nous intéressent et que c'est pas récent non plus d'avoir mis des aiguilles ou des électrodes de contact pour analyser le fonctionnement du muscle dans la scoliose, hein, ça remonte à longtemps. Jean-Claude Demonroy s'était intéressé à une période. Là, Jean-Claude Bernard rapporte cette étude 2016 où 26 patientes avaient été évaluées avec EMG à l'aiguille et analyse histologique, avec des anomalies, notamment bien rapportées aussi sur la convexité de la scoliose. La faiblesse des extenseurs, elle a été rapportée chez les enfants, chez les adolescents lombalgiques. Ça a été bien évalué. On sait également que la mesure de la force musculaire du rachis scoliotique, elle peut être réalisée sur les dynamomètres isocinétiques, ça c'est fiable. Qu'il y a des valeurs qui sont statistiquement plus basses des paramètres isocinétiques du rachis scoliotique, ça a été décrit aussi. Et enfin, que la corrélation entre la sévérité de la scoliose et la puissance musculaire moyenne du rachis n'est pas clairement établie. Alors le but de l'étude de Jean-Claude Bernard, c'était d'inclure les patients au fil de l'eau et ces patients pour ces patients de décrire la force musculaire et la puissance par dynamomètre isocinétique. Ce sont des adolescents qui ont de 14 à 18 ans. L'évaluation est réalisée un an après la fin du traitement orthopédique, c'est pour ça qu'ils sont un peu vieux, et ils sont comparés à une population asymptomatique. Et ils recherchent des facteurs influençant les résultats. Donc vous avez vu sur la diapo précédente l'importance du travail qui est réalisé, bien sûr, sur ces dynamomètres. On connaît bien l'importance aussi de la stimulation, d'encourager les patients dans l'exercice. Ça, c'est tout le rôle des kinésithérapeutes qui réalisent les évaluations chez nous. Le protocole est fait sous machine Contrex. Il y a un échauffement avec un cycloergomètre sur 30 minutes. C'est réalisé en position debout. Il y a d'autres tests dans d'autres équipes qui sont faites en position assise. Nous, c'est en position debout. Donc, bien sûr, il y a participation des muscles, des extenseurs également pelviens ou fléchisseurs pelviens. Il y a une familiarisation préalable à la machine. L'angle, c'est 0,70. C'est des mesures qui sont réalisées en concentrique. Et on fait 3 vitesses, 60, 90 et 120, 4 répétitions en flexion-extension. Il y a 82 scolioses qui ont été évaluées, 13 adolescentes pour le groupe contrôle, avec pas de différence au niveau de l'âge et du poids. Par contre, une différence sur la taille. La population scoliose, donc il y en a 99% qui sont à RICER 4 ou 5, qui sont un peu vieux. La répartition des courbes est similaire à la répartition habituelle des scolioses. Le cobe moyen est de 29 degrés et 43% ont un angle de cobe supérieur à 30 degrés. Le résultat sur le pic de force, c'est-à-dire sur le sommet, le moment où vous avez le plus de force dans le développement de ce mouvement, eh bien, il y a une différence significative entre scoliose et le groupe contrôle. Le groupe contrôle est plus fort, pardon, de 17% sur les fléchisseurs. Et c'est surtout le déficit, il est surtout plus marqué sur les extenseurs, comme on le voit bien, entre scoliose et groupe contrôle. La puissance, c'est la force multipliée par la distance divisée par le temps. Et là, il y a une valeur qui ressort, c'est les fléchisseurs et les extenseurs à 120.
c'est vraiment la vitesse à laquelle on teste la puissance. Et là, c'est très significatif, de l'ordre de 60%. Il y a des facteurs influençants. Alors, le type de scoliose, la sévérité de l'angle Cobb ne sont pas associés à ces valeurs isocinétiques. Par contre, le poids, la taille et le BMI sont très associés. En discussion, donc, les différents paramètres musculaires du rachis scoliotique mesurés par diamètre isocinétique sont significativement plus faibles après traitement orthopédique que ceux d'une population témoin. Les limites de cette étude, c'est que la population contrôle, elle est petite, qu'il n'y a pas de mesure de référence de la population scoliose avant le traitement, puis il y a ce petit problème avec le poids. Donc cette faiblesse musculaire, elle touche davantage les extenseurs que les fléchisseurs. Elle affecte davantage la puissance moyenne que le pic de force et elle est associée au BMI. Donc un petit peu pour cette discussion, ce que soulignait Jean-Claude Bernard, c'est que quand on a nos scolioses, finalement, il faut s'intéresser quand même à ce renforcement musculaire pour essayer de normaliser le ratio, c'est-à-dire améliorer les extenseurs, ça c'est important. Que faire sur l'endurance musculaire? C'est difficile de la mesurer, on ne sait pas bien faire ça en isocinétisme, on peut le faire, mais on ne sait pas la mesurer. Il y a la vitesse et la coordination des stimulations qui sont plus importantes que la valeur absolue de la force. C'est une étude qui avait été faite, et ça valorise la puissance moyenne. Il n'y a pas d'influence significative du type de scoliose et de l'angle sur la faiblesse musculaire. Alors Jean-Claude Bernard, il ouvre la discussion sur la nécessité d'avoir recours au 3D pour comprendre la sévérité de la scoliose et mieux comprendre le comportement musculaire. On va passer maintenant.